par exemple, il y avait une étude, c'était le professeur So-Young Park, c'était, je crois, à l'université de Lübeck, je sais plus, en Suisse, qui avait observé qu'en fonction du repas qui était pris en fonction du repas qui était pris, de la teneur en protéines, en glucides d'un repas, eh bien, cela influençait aussi nos choix de vie. Donc, c'est pour ça que cette histoire de choix, on a toujours le choix, c'est pas vrai. Enfin, le libre arbitre, en fait, il est bien plus. Ouais, voilà, la manœuvre est bien plus mince que le business du développement personnel veut nous le faire croire. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce 7e épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terratypique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Le 7e épisode, chiffre magique et symbolique s'il en est. Et sa diffusion arrive pile poil pour la semaine de mon anniversaire. Alors à cette occasion, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. J'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir l'une des personnes les plus inspirantes qu'il m'ait été donné de rencontrer ces derniers mois. Autrice de 2 livres auto-édités pour lesquels je vous mettrai bien évidemment les liens autour de l'épisode, elle traite de sujets passionnants, nécessaires et avec un style unique et fascinant. Dans son premier ouvrage, elle aborde avec finesse, humour, poésie et émotion sa vie à travers le prisme de l'autisme. Entre anecdotes et pensées philosophiques, elle nous entraîne dans le parcours d'une femme qui, après des années de suradaptation, parvient enfin et petit à petit à accepter ses propres limites tout en s'insurgeant contre les étiquettes limitantes. Ce livre, je l'ai dévoré en une soirée. Dévoré, littéralement. Alors quand elle a sorti son 2e bouquin, vous vous en doutez, j'ai été parmi les premiers à l'acheter. Et dans celui-là, elle aborde un sujet tout aussi important que la sensibilisation à la neurodiversité, les TCA, ou troubles du comportement alimentaire. Anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique. Selon la Fondation Recherche Médicale, c'est près d'une personne sur 10 qui est concernée par ces problématiques. Et encore une fois, mon invité sait de quoi elle parle. Un peu plus dur à lire pour moi celui-là, parce que autant j'assume, accepte et revendique mes neuroatypies, autant faire face à mon hyperphagie, c'est pas la même limonade. Mais quel rapport entre neuroatypie et TCA, me demanderez-vous? Eh bien, ils sont de plus en plus évidents ces rapports. Par exemple, une étude de Westwood et Chanturia montre que 20 à 35% des personnes ayant un TCA sont aussi sur le spectre de l'autisme. Édifiant, n'est-ce pas? Si vous êtes assidu de Terratypique, vous la connaissez déjà, celle qui, aujourd'hui, vient m'accompagner pour mener l'expédition Terra Incognita. J'ai le plaisir infini et la gratitude totale d'accueillir la douce, la sensible, la drôle et la pertinente Laetitia, connue aussi sous le pseudonyme Nom d'une plume. Comment vas-tu, Laetitia? Oui, je vais bien, merci. En forme pour l'enregistrement de cet épisode? Oh oui, 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 en forme, très, c'est très chouette. Merci beaucoup pour cette jolie présentation. Je suis assez flattée. Je me sens très flattée et du coup, j'en perds mes mots. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi parlant ce que j'écris. C'est toujours un plaisir de savoir que je peux aider. C'est très, très inspirant et très parlant, ça c'est sûr. Pour commencer, est-ce que pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu voudrais bien te présenter voilà, en quelques minutes? Je te laisse choisir l'axe de présentation que tu préfères. Oui, alors c'est jamais un exercice facile. Je dirais que voilà, je me suis reconvertie dans l'écriture il y a quelque temps maintenant à la découverte de mon autisme et réquisitoire d'une étiquette. Ça a été le premier livre que j'ai, enfin le premier. Ça a été, oui, le premier livre que je revendique parce que j'en avais écrit plusieurs, dont notamment une première version du dernier qui est sur les clignotages compulsifs que j'ai dépublié depuis. J'ai écrit ces livres-là grâce à l'acceptation de mon fonctionnement.
C'est ce que je revendique dans réquisitoire d'une étiquette. Et ensuite, j'ai voulu travailler sur les difficultés que j'ai rencontrées moi-même, en fait, tout au long de ma vie et qui visiblement sont en lien avec les neuroatypies, hein, puisque les grignotages compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, tout ça, tout ça. Euh, c'est aussi en lien avec le syndrome de stress post-traumatique parce que c'est la première raison en fait pour laquelle je l'ai écrit pour pouvoir parler, trouver, enfin, je voulais créer une méthode parce que c'est de la méthode que je me suis appliquée à moi en premier euh, pour réussir à me sortir de mes propres troubles du comportement alimentaire parce que depuis l'âge de 5 ans, j'ai traversé hyperphagie à la naissance de mon second enfant où après j'ai doucement et assez sûrement basculé dans l'anorexie. Je raconte que j'ai été hospitalisée euh, dans des dans des conditions d'accompagnement complètement déplorables, inhumaines. Et donc, ce qui fait que j'en suis sortie très rapidement. Enfin, j'ai retrouvé suffisamment mes esprits pour en sortir très rapidement. Et j'ai ensuite sombré dans la boulimie pendant quelques années. Et c'est assez compliqué à gérer ce genre de choses. J'ai eu la chance de trouver une thérapie brève de pleine conscience qui m'a beaucoup aidée. Je ne sais pas si j'aurais pu écrire ce livre si je n'avais pas été accompagnée. Et c'est ce que je précise dans mon livre d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas en fait de vous dire tenez, il suffit de faire ça et vous y arriverez. Ce n'est pas du tout le cas, et c'est là aussi où c'est très problématique quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on est à la recherche de solutions en permanence, tellement la culpabilité, la honte, enfin voilà, tout, le dégoût de soi est tellement important que on prend tout ce qu'on trouve. On est très perméable à toutes les bêtises toutes les injonctions que l'on peut nous faire sur, voilà, il suffit de pas manger pas ça, pas manger ça, enfin voilà, manger ça, faire du sport, beaucoup de sport, et au final, ça ne fait que potentiellement favoriser plus d'addictions, notamment dans le sport. Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué comme cheminement. Et c'est aussi la raison d'être de ce livre-là, c'était pour déculpabiliser les gens qui traversaient ces moments-là. Parce que c'est le retour qui en est fait, que ce soit dans le domaine médical, familial, enfin voilà, tout l'environnement, les gens, beaucoup du moins, parce qu'il ne faut pas généraliser, beaucoup considèrent que c'est un manque de volonté que de ne pas savoir se contrôler dans l'alimentation. Et c'est contre ça que j'ai voulu lutter, principalement. Bah ouais, c'est un des, c'est un des leviers principaux et c'est une des croyances Mm. les plus répandues que de dire que c'est une question de volonté. D'ailleurs, tu commences ton livre sur cette notion-là de la volonté, Oui. du fait de faire des efforts, etc. Et il a toujours été plutôt communément entendu et accepté que les troubles du comportement alimentaire, c'était une question intrinsèque à la personne, que c'était vraiment une question de volonté, de motivation. Bah, tu veux moins manger, t'as qu'à moins manger. Tu veux plus manger, bah, t'as qu'à plus manger. Voilà, et c'est inconcevable pour les personnes qui ne sont pas concernées d'imaginer que, que ça soit pas qu'une question de volonté, justement. Et il y a un principe de culpabilisation qui est hyper fort et qui est exacerbé en plus par tous les standards et les canons esthétiques et physiques euh, qui sont, euh, qui sont mis en avant. euh, voilà, et tous les phénomènes de grossophobie, etc. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Enfin, voilà, on commence à se réjouir que de plus en plus de corps naturels soient exposés tels qu'ils sont. Mais enfin, la société garde quand même ce,
ce for cette volonté justement des apparences, enfin voilà, de répondre à des critères de beauté qui sont photoshopés déjà, Mm. qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous sommes réellement, plus, enfin, et qui implique en fait, pour s'approcher le plus possible de ce genre de corps-là, d'avoir une hygiène de vie, une alimentation, mais complètement drastique, inhumaine, impossible d'ailleurs. Euh, alors que nous sommes entourés par l'industrie agroalimentaire qui nous vend des produits confort, enfin des aliments confort d'ailleurs, enfin voilà, déculpabilisants, qui nous rappellent notre enfance. Enfin voilà, ils savent très bien jouer là-dessus, mais c'est de la merde en sachet Mm. et donc qui contribue non seulement à nous enfoncer, à comment dire, à taire petit à petit ce sentiment de satiété que nous perdons, non seulement parce que justement les aliments sont de plus en plus mous, la mastication n'est plus là, ils sont de plus en plus appauvris d'un point de vue nutritionnel, donc ça développe l'appétit. Tout est fait en fait pour créer une dissonance chez les gens qui ne font qu'accroître voilà leur mésestime d'eux-mêmes parce que ils ont beau essayer de vouloir tendre vers tel modèle erroné, la vie de tous les jours, enfin voilà tout ce qu'on nous sert à manger et dont on use parce qu'en fait on vit constamment dans l'urgence et ce n'est pas un choix, rien n'est un choix. C'est aussi ça ce problème-là, c'est ce genre de phrase qui me hérisse le poil, c'est que tout est affaire de choix, c'est pas vrai. C'est-à-dire chacun fait de son mieux avec ce qu'il a et quand il faut courir partout pour réussir à travailler, à s'occuper de ses enfants, enfin voilà, à avoir une vie à peu près potable, des loisirs. On accorde de moins en moins de temps à la préparation des repas parce que tout est fait pour nous faciliter la vie. Mais voilà, c'est un engrenage en fait dans lequel on s'enfonce petit à petit et sans s'en rendre compte et dont nous ne sommes pas nécessairement pour lequel nous ne sommes pas nécessairement fautifs. Et c'est pour ça que cette histoire de volonté, oui, c'est quelque chose d'assez terrible. Il y a une dimension vraiment systémique là-dedans et je partage ton avis, hein. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du choix et de la volonté individuelle, mais le choix et la volonté sont soumis à ce qui nous est possible, permis et réalisable. J'ai souvent eu cette réflexion sur l'industrie agroalimentaire et notamment les plats tout faits, les aliments hyper transformés, ces trucs-là où dans une barquette en plastique micro-ondable, tu peux avoir un gratin dauphinois ou un cassoulet ou que sais-je d'autre. Euh, je me suis souvent demandé, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Comment est-ce qu'on est passé de la génération de mes grands-parents qui cuisinaient énormément. Mes Mm, grands-mères surtout, hein, c'était la tradition sociétale, hein, mais mes grands-mères cuisinaient énormément, achetaient des produits très bruts et passaient beaucoup de temps en cuisine, à un truc où t'enlèves un opercule, tu fous dans le micro-ondes, t'attends 1 minute 30 et ton repas il est prêt pour un truc qui est pas forcément bon en plus. Et en fait, tu disais que c'est fait pour nous faciliter la vie. Euh, Moi, je pense que c'est pour nous faciliter la vie dans un système qui joue sur la notion de temps. Parce que prendre le temps de cuisiner, euh, c'est chronophage, hein, si tu veux bien cuisiner, faire un truc un peu sympa, original, découvrir de nouvelles techniques, parce que c'est aussi une compétence, hein, mm. de cuisiner. Faut prendre du temps, expérimenter, réitérer, te consacrer du temps à ça. Et quand dans ta journée, traditionnellement, tu as passé 8 heures à bosser, avec 1 heure de pause entre midi et deux, où tu es resté avec les collègues, tu as passé 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, euh, qu'est-ce qui te reste comme temps
pour ça. Et puis, bah, il y a d'autres sollicitations, hein, qui sont plus attrayantes que de passer du temps à faire à manger, hein, se mater une série sur C'est la ça. plateforme. C'est Voilà. ça. Mais c'est ça, mais enfin, se faciliter la vie, c'est à mettre entre beaucoup, beaucoup de guillemets, parce que bah, c'est là où, bah non, je pense que, enfin, cette histoire de choix n'est pas vraiment choisie, justement, parce que si on veut pouvoir bah, payer nos factures, enfin voilà, vivre, prendre le temps, là aussi c'est entre guillemets, de vivre, bah, il a fallu bah, faire des choix. Mais je ne sais pas comment le dire autrement, parce que pour moi, c'est pas une affaire de choix, justement. On fait des choix, mais qui n'en sont pas vraiment, parce qu'on est entraîné dans l'engrenage de la vie. Alors c'est sûr qu'avant c'était les grands-mères qui cuisinaient, maintenant les femmes travaillent, ce qui est une excellente chose. Enfin voilà, et ça ne se remet pas ça ne se remet pas en question, sauf que bah, du coup vivre avec son temps, ça implique que bah, l'industrie agroalimentaire va exploiter ce filon pour générer du profit, parce que de toute façon c'est ce qui compte dans ce monde principalement avec les apparences. Retour à mon premier livre. et, euh, et c'est très problématique parce que, comment dire, ces aliments que nous achetons, que je continue d'acheter par moment parce que ouais, les aliments confort ne pas avoir la force de se préparer à manger vraiment quelque chose de sain, enfin voilà. Euh, bah, c'est là quand on est très fatigué. En plus, quand on est neuroatypique, c'est compliqué. La préparation des repas et ce genre de choses, il faut bien manger parce que sinon on peut en passer du temps sans manger ou alors à manger n'importe quoi parce que l'impulsivité est là et que enfin, voilà, donc ça demande vraiment des efforts surhumains pour réussir à faire quelque chose et c'est normal de craquer par moment. Après, là où c'est compliqué pour la majorité des gens c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point cette façon de manger euh, influe dangereusement sur notre santé mentale. C'est un cercle vicieux. À partir du moment euh, où on commence à manger, à renouveler trop souvent ces repas-là, on déséquilibre notre microbiote intestinal, donc la digestion, bah voilà, et qui a un lien direct sur notre santé mentale, puisque les intestins sont directement reliés au cerveau par le nerf vague, il me semble. Et j'ai toujours peur de dire n'importe quoi. Et, euh, et donc, bah, forcément, ça va nous faire basculer petit à petit dans des comportements, des choix de vie qui ne sont pas forcément des choix. Par exemple, il y avait une étude, c'était le professeur So-Young Park, c'était, je crois, à l'université de Lübeck, je sais plus, en Suisse, qui avait observé qu'en fonction du repas qui était pris, en fonction du repas qui était pris, de la teneur en protéines, en glucides d'un repas, eh bien, cela influençait aussi nos choix de vie. Donc, c'est pour ça que cette histoire de choix, on a toujours le choix, c'est pas vrai. Enfin, le libre arbitre, en fait, il est bien plus. Ouais, voilà, la manœuvre est bien plus mince que le business du développement personnel veut nous le faire croire. C'est que on n'est pas nécessairement responsable. C'est compliqué, je trouve, de toute façon, de déterminer qui est le fautif, pourquoi. Enfin, voilà. Je crois que il ne faut pas oublier que chacun fait de son mieux avec ce qu'il a et que l'idée n'est pas de dire que vous faites bien ou vous faites mal, mais plutôt de réfléchir à comment améliorer les choses. Voilà. Est-ce qu'on doit forcément déterminer un fautif? Est-ce doit forcément dire que telle personne ou telle organisation est responsable de? C'est un sujet sur lequel je me suis aussi beaucoup interrogé. Oui, Parce que ouais, on est dans une société qui a énormément cadré la responsabilité de chaque partie. On est dans une société très protocolaire et notamment protocolaire d'un point de vue juridique. Et s'il se passe quelque chose, euh, il faudra toujours trouver un coupable.
Et ça se voit, mais dans n'importe quelle situation. Si, il y a un accident de la route, il faut déterminer qui est responsable. Aujourd'hui encore, tu vois, on a construit ce rapport à la culpabilité et à la responsabilité à tel point que on en vient à avoir des débats parfois un petit peu stériles. Je pense notamment à la question environnementale et du réchauffement climatique. On dit ouais, mais on en est là aujourd'hui à cause des générations passées euh, euh, ok, c'est un fait. Et maintenant, si on s'arrête à ça, si on s'arrête à chercher à mettre la culpabilité sur quelqu'un, sur quelque chose, etc., où est-ce qu'on cherche des solutions derrière? Oui, mais c'est pas, ça va pas trop servir la société actuelle que de chercher des solutions. Ouais, enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça et je sais que il reste une petite partie de moi qui reste quand même pas mal conditionnée. Parce que quand tu es matraqué à longueur de journée, on en revient toujours à la même chose, que tout est affaire de choix, que tu es responsable de ta vie et que tu es responsable de ta communication, enfin, que tu es responsable de tout, une façon, je trouve, très, comment dire, très capitaliste, enfin en tout cas très génératrice de profit, que de constamment culpabiliser l'individu pour les choix qu'il fait. Euh, Comme ça, ben, ça évite à la société de se questionner sur la maltraitance systémique pour laquelle tout le monde est touché finalement à plus ou moins grande échelle, hein, mais euh, oui, voilà, c'est très problématique. En fait, je ne crois pas qu'on cherche, enfin, ce soit le plus judicieux de chercher un coupable, mais voilà, on est entouré de ça. Il faut toujours un responsable, sauf que c'est tellement bien plus complexe que ça. Il n'y a pas tout, il y a jamais qu'une seule cause. En tout cas, quand Mm. on en revient aux troubles du comportement alimentaire, enfin, les facteurs sont multiples, bien trop multiples d'ailleurs, parce que la science, elle ne sait toujours pas en fait quelle est la cause pour ce qui est de l'obésité, la cause réelle, sinon il l'aurait soigné déjà. Enfin, voilà. Euh, y a tout un tas de choses, l'encouragement à la sédentarité, voilà, l'encouragement à manger des plats tout préparés, les ce que, ben voilà, les publicités par lesquelles nous sommes cernés, donc avec des corps parfaits, photoshopés, tout un tas d'injonctions. C'est très complexe. Et puis il y a notre génétique aussi. Enfin, voilà, nous sommes tous différents. Notre corps va brûler les graisses de façon différente. Et puis après, ben, il y a les médicaments. Enfin voilà, c'est compliqué de cette histoire de choix et de responsabilité aussi. Donc vraiment, je crois pas que je crois que ce serait vraiment important de voir, d'essayer de prendre le problème sous un autre angle. Ok, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est sûr Mm. que pour un accident de la route, ça va être compliqué. Là, forcément, il faut trouver. Mais sinon, le reste, hmm, je crois que bon, je sais pas trop ce qui se passe dans les actualités. Moi, j'ai complètement coupé, mais dans ce que je me souviens. Euh, le fait de toujours, enfin, de ce que j'en ai réfléchi, le fait de toujours chercher un responsable, ça ne fait que renforcer les clivages entre les uns et les autres, ceux qui penseraient bien, ceux qui penseraient mal, les étiquettes, quoi. Il y avait une interview, enfin non, une chronique d'Albert Moukébert sur Vive les légumes, je crois que ça s'appelle. Alors, je sais plus sur Radio Nova, il me semble, justement, qui expliquait ça, sur ce besoin de catégoriser pour définir les responsables. Mm. Après coup, en fait, c'est ça, quoi. La catégorisation va après coup permettre d'accuser l'autre toujours Ouais, et catégoriser, ça permet aussi de polariser d'être sur une vision binaire et manichéenne de tout ce qui se passe. Hum, hum. Et il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, et selon où je me situe, ma vision du bien et celle du mal chez l'autre, mais il n'y a plus de nuances et il n'y a plus de moyens d'aller vers l'autre et de co-construire.
On Ouais. reste campé dans des positions. En fait, on vient parler de choix et de responsabilité à des endroits où il n'y a même plus de choix possible parce que le choix serait oui ou non, pour ou contre, blanc ou noir. Et il y a plein de personnes pour qui bah, c'est impossible d'aller dans ces choix-là. Et ça crée plein de dissonances aussi. Le cerveau est capable d'appréhender une situation et de trouver des solutions en fonction bah, de ce qu'on lui a filé Mm. avant pour pouvoir permettre de réfléchir, de conceptualiser, de nuancer la situation. Et c'est sûr que dans un truc hyper binaire, dans un système hyper binaire où c'est oui ou c'est non, c'est gros ou c'est mince, c'est normal ou anormal, enfin, forcément, il y a des gens qui sont là surtout dans le grand univers de la neuroatypie et qui sont là en train de dire bah ouais mais non c'est pas comme ça que ça marche, je peux pas choisir entre la peste ou le choléra quoi. C'est ce Non. que tu me demandes de choisir choix A ou choix B sans aucune nuance possible. Oui, c'est Et, comme ça qu'on se perd tous, à mon avis, hein. mm, Cette, cette quête identitaire après laquelle nous courons tous, justement, parce que ça crée tellement de dissonance, comme tu dis, que de devoir toujours s'adapter à un monde qui nous pousse à définir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, alors qu'en fait, nous sommes une variante, un panel de tout un tas d'émotions qui ne sont ni bien ni mal, d'ailleurs, hein, cette histoire d'émotions négatives, enfin, voilà. Moi, ça me sidère assez. Donc, ouais, je crois qu'il est temps que l'on arrête de raisonner comme ça et plutôt de réfléchir maintenant à des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux? Et une façon d'aller mieux, d'influencer sa santé mentale, c'est de revenir vers une alimentation qui nous permettrait voilà, de nous ouvrir plus à nous-mêmes, de nous ouvrir plus aux autres et surtout d'apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Moi, c'est vraiment c'est mon combat. Parce que à partir du moment où l'on s'aime, effectivement, du coup, on se défait de toutes ces choses. Où, oui, voilà, on se défait de toutes ces choses qui nous nuisent avec plus de facilité, euh, sans pour autant les interdire, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire. Enfin, c'est important de pouvoir enfin voilà, de pouvoir garder une fenêtre où bah oui, j'ai le droit de manger des fois des cochonneries parce que ça fait du bien et parce que c'est la vie et que voilà. Euh, et j'ai perdu le fil. ça arrive, t'inquiète, on va raccrocher. Dans ton livre, tu proposes une solution justement par rapport à cette question du temps nécessaire pour pouvoir cuisiner Mm. et prendre voilà, un maximum de matière brute et la préparer. Tu nous parles dans ton livre de batch cooking. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ah, alors le batch cooking, c'est quelque chose qui demande une organisation monstre quand on a un TDAH. Mais alors, une fois que tu l'as, c'est merveilleux. Bon, après, il faut garder le rythme. C'est vraiment quelque chose de très, très aidant parce que, euh, oui, enfin, comme nous sommes toujours dans l'urgence, voilà, dans la course, préparer à manger au jour le jour, déjà, c'est une charge mentale qui est énorme. Pour tout le monde, enfin voilà, au quotidien. Et là, l'idée du batch cooking, c'est de vraiment réduire cette partie-là à je m'embête pendant une journée entière s'il faut, si tant est que l'on considère que cuisiner, c'est quelque chose qui nous embête. Et après, je suis tranquille pendant le restant de la semaine. Ça présente de multiples avantages parce que ce jour-là, alloué à la préparation des repas, nous avons la possibilité de choisir des aliments qui sont plus sains, plus nutritifs, de les préparer, enfin voilà, de prendre réellement le temps de les préparer
Et bah, c'est ce qui va aussi éviter, enfin, c'est double effet qui se coule. Ça va éviter le gaspillage alimentaire. Ça va nous permettre de gagner du temps sur le restant de la semaine pour éviter, pas évidemment, c'est pour se focaliser, voilà, sur quand on a des enfants, sur les enfants, sur les activités, sur nos envies, enfin voilà, sur tout ce qu'on pourrait faire. Et économiquement aussi, c'est assez fabuleux parce que bah, quand la liste est faite, euh, quand on va dans le magasin, bon, le magasin, c'est quelque chose qui reste quand même très, très compliqué. Alors, tu as beau avoir la liste, des fois, ah oui, il faut pas croire. Enfin, en tout cas, moi, il faut pas que je croise quelqu'un parce que sinon, même avec la liste, je suis perdue et finalement, je ressors avec rien. Bon, pour les personnes autistes, c'est vrai que ça reste un peu. Enfin, c'est une marche à suivre, quoi. Ou alors, tu vas dans un magasin où tu connais personne. C'est bien ça. Avec ton casque, avec tes lunettes, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Mais voilà, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu prends, donc bah t'es pas embêté par la multitude de choix qu'il peut y avoir. Et puis après, ouais, voilà quoi, c'est parti. Tu prépares tes repas pour toute la semaine. Tu stockes parce que ben, la conservation se fait. Alors c'est sûr que pour les aliments frais, comme ben, ceux qui mangent de la viande, du poisson, ce sont des choses à rajouter au dernier moment, enfin à préparer au dernier moment, en fait, en fonction des recettes que l'on choisit. Mais oui, quand mes enfants étaient petits, c'était un gain de temps formidable. Parce que bah, la charge mentale dans le restant de la semaine, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et ça soulage. Mm. Donc la solution du batch cooking, hein, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment de préparer en amont tout ce qui peut être préparable, Mm. le stocker et l'organiser pour que le jour J, au moment où on prépare le repas, il y ait un minimum de choses à faire. Par exemple, couper les légumes en amont Ouais. pour faire une poêlée de légumes. Ils sont déjà tous prédécoupés. C'est ce qui prend le plus de temps généralement. Les quantités sont pesées, organisées, gérées. Et puis le jour J, je prends tout ce que j'avais prévu pour la poêlée de légumes. Je fais chauffer ma poêle. Je mets tout dedans. J'assaisonne. Quelques dizaines de minutes plus tard, c'est prêt. On peut passer à table et en avant. Ouais, bah, Donc voilà. tu peux même pousser l'expérience jusqu'à préparer ta poêlée de légumes bah, le dimanche, par exemple, parce que moi, c'est le dimanche que je choisis comme jour pour préparer tout pour la semaine. Comme ça, tu le mets au réfrigérateur et puis le jour J, bah, tu n'as plus qu'à sortir et tu mets au micro-ondes et c'est bon, c'est prêt. Et alors, ce que j'ai voulu aussi, parce que bah, il m'arrive encore, comme je l'explique, il me semble, il m'arrive encore bah, de céder à des grignotages compulsifs parce que quand on, voilà, ce que tu disais en début, en introduction, quand on a une neuroatypie, ben, on garde quand même quelques difficultés par rapport à ça. Et notamment, je crois, au niveau, enfin, dû au sens de l'interoception, on ne ressent pas forcément aussi la sensation de faim, la sensation de satiété. Et puis, quand on est très fatigué avec une surcharge sensorielle, une surcharge sociale, bah, ça m'arrive encore de me jeter sur la première chose qui vient. Mais si j'ai préparé en amont, donc avec mon batch cooking, enfin, les recettes, les idées recettes de grignotage que je propose, ah bah, du coup, euh, c'est déjà prêt. Je sais que bah, si je dois manger avec impulsivité, je me l'autorise déjà, sans me juger, parce que c'est comme ça. Et que si je sais que si je me restreins, ça va être compliqué encore. Ça va finir par exploser à un moment ou à un autre, de toute façon. Donc, tant que c'est là, c'est là. J'ai préparé mes recettes pour m'aider à grignoter de façon plus saine. Et comme ça, je ne me jette pas sur tout et n'importe quoi, ce qui ne fait qu'en fait creuser mon mal-être, enfin voilà, mes surcharges, euh, si je mange de l'industriel. Mm. Voilà. Bah, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur cette notion de batch cooking que j'ai essayé à un moment.
C'est vrai? Ouais, 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 vraiment, hein, il y a un moment où je me suis dit, bah, j'étais encore salarié, où je me suis dit, faut que je m'organise. Voilà, j'avais entendu parler de la solution du batch cooking. J'ai mis en place, j'ai essayé sur, je sais pas, je dirais 3 4 semaines à peu près de faire ça. C'est vrai que ça demande une organisation assez, assez importante. Une anticipation aussi assez, assez considérable. Et entre autres choses qui ont fait que j'ai pas réussi à tenir sur la longueur, c'est le fait que justement toute cette anticipation laissait peu de place à l'imprévu. Donc, ouais, machin, ah, tel jour, on a prévu tel repas et tout. Ah, ben merde. Mardi, il y a mon pote qui m'appelle, qui me dit, vas-y, viens, on fait une, on fait une soirée, Mm. viens manger des pizzas à la maison et tout. Puis moi, tu vois, dans ma tête, déjà c'est un peu compliqué, mais alors une fois que j'ai prévu quelque chose et que Ouais. dans ma tête c'est prévu, bah non, je peux pas venir parce que en fait, bah, il y a la poêlée de légumes que j'ai prévue qui est là, qui m'attend. Si je le fais pas, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va foutre le bordel dans toute l'organisation de tout le reste du repas, etc. Euh, donc en effet, ça c'était un petit peu compliqué à gérer pour moi, d'autant plus que c'est un peu compliqué aussi de gérer les quantités. Donc des fois j'étais là, hop, je préparais le batch cooking et tout ça machin, puis je faisais le repas. Puis au final ce jour-là, mon fils et moi qui avions pas forcément plus faim que ça et tout ça, il restait des restes considérables. Puis là, je fais, ah merde, mais demain il faut que je cuisine ça parce que j'ai prévu que j'allais que j'allais cuisiner ça. Mais on a tous ces restes et tout, faudrait pas les perdre. Et ça me mettait dans des problématiques autres et difficilement gérables aussi, auxquelles je n'avais pas trouvé de solution. Et qui plus est, moi je prends un plaisir certain à faire la cuisine. C'est Ouais. vraiment un moment que je m'accorde, sur lequel je me régale, je me mets dans ma cuisine. Je me Mm, mm. mets ma série à côté. C'est vrai. Ouais. Et, Ah, moi, je peux pas faire plusieurs choses à la fois, mais et c'est un moment que je me consacre à moi. Et c'est un moment en plus, qui me permet bah, d'exprimer quelque part ma créativité. Mm, mm. Il y a plein de trucs hein, chez moi qui sont là pour me permettre de travailler, d'exprimer, de développer ma créativité. Je fais de la musique, je fais de la pyrogravure, la lecture, l'écriture. euh, mais je sais pas forcément. Je ne prends pas forcément le temps, autant que je le souhaiterais, de pratiquer ces activités-là. Par contre, bah, faire à bouffer, c'est nécessaire. Mm, Il mm. faut Ah, manger, oui, voilà, faut pas trop le manger. choix. Mais en même temps, il y a une part de libération, d'expression créative qui est hyper intéressante. Donc, quelque part, je joins l'utile à l'agréable en cuisinant. Et puis, en plus de ça, c'est un moment aussi que je consacre, bah, comme je disais, que je me consacre à moi, mais dans lequel je vais être seul et où ça me Mm, fait du mm. bien. Voilà, Oui. c'est le moment où je suis en train de faire à manger et puis j'ai l'excuse, entre grands guillemets, quand on vient me solliciter, dire non, mais pas maintenant, tu vois bien que je suis en train de faire à bouffer, voyons. Oui. Sous-entendu, laisse-moi tout seul. Je Je suis suis bien bien, là où je suis, je m'emmerde pas. suis bien dans ma cuisine. Laisse-moi tranquille. Et, C'est ça. et en fait, voilà, j'ai mis derrière l'activité cuisine plusieurs choses qui me sont nécessaires et qui sont épanouissantes pour moi. Et avec mon fils, je dis que je l'envoie bouler un petit peu, c'est vrai que ça arrive, mais il y a aussi plusieurs fois où il vient et où c'est une activité que l'on partage ensemble. Oui. Que ça soit en tant que parent avec ses enfants, que ça soit dans le couple, que ça soit dans une colocation, que ça soit en famille, etc. C'est vrai qu'on a une espèce
de tradition, comme je le disais à un moment, c'est la femme qui est en cuisine, machin et tout. Moi, je me souviens des repas de famille où mes grands-mères, elles passaient leur vie dans la cuisine. Et quand Mm. t'allais leur dire, ouais, mais je peux t'aider. Ah non, 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 va t'asseoir, c'est moi qui m'occupe, machin et tout. Mais il Oui. y a un moment aussi où, lorsqu'on cuisine ensemble, bah, c'est vachement agréable. On partage des choses Mm. hyper intéressantes. Mais Euh, voilà, c'est un moment de créativité et un moment de partage. C'est aussi un moment de solitude si on a besoin de solitude. Il y a vraiment un rapport à la préparation de repas, un rapport à la cuisine qui mérite d'être repensé et envisagé d'une manière différente. ben, déjà, envisager que préparer à manger, c'est un acte d'amour énorme, un temps où effectivement les échanges sont favorisés quand on accepte quelqu'un dans la cuisine avec nous. Et non, mais c'est ça, c'est que c'est un véritable moment d'échange, un moment où l'on donne de soi pour le bien-être de chacun. Moi, c'est comme ça que et c'est comme ça que je prends plaisir à cuisiner. D'ailleurs, bon, ça se finit toujours en tambouille, et beaucoup de mes recettes sont comme ça en tambouille. Et c'est là où tu vois, je comprends les difficultés que tu éprouves face au batch cooking parce que ce que tu dis, je l'ai moi aussi. Enfin, dans le sens, enfin, c'est pas tout rose, hein, le batch cooking. Des fois, t'en as marre. Mais j'ai l'avantage d'avoir un congélateur pour répondre à ton truc. Alors forcément, après ça fait cher, hein, le truc, l'investissement. Mais pourquoi pas? C'est une excellente idée et cette histoire de flexibilité mentale où effectivement, quand il y a, voilà, on a prévu ça et voilà, tu as le congélateur, tu l'as ta réponse. Mais c'est pas toujours évident parce que enfin, quand on a une idée, y déroger, c'est compliqué. Et pour les histoires de quantité, ça me fait sourire parce que là, je me suis contrainte à mettre des dosages. Mais chez moi, enfin, quand je cuisine, je dose, enfin, quand je cuisine pour deux, trois, finalement, il y en a pour cinq ou six. Mes enfants, ils en ont eu les repas qu'ils mangeaient, enfin voilà, trois, quatre fois à la suite. Ils en ont eu On en a marre. marre. Oh non, on va pas manger au corps des messes. Alors, imagine quand c'est des choux. Oh purée, mon fils, il va manger chez son père. Mais alors, le congèle, c'est marrant que t'en parles parce que j'ai aussi un congélateur avec mon frigo. Mm. Et il y a un moment, j'ai fait ça. Je préparais beaucoup, parfois trop. Donc, du coup, je congelais. Et vient un moment où, oh là là, bah dis donc, faudrait faire le tri dans le congélateur. Et en fait, je jetais les trucs, mais 6 mois plus Ah tard, au ouais? lieu de l'avoir fait. Parce que, Oui, c'est ça. parce que j'y pensais pas forcément. Alors, il y a une autre, il y a une autre solution, en tout cas moi, est plus adaptée à ma pratique. C'est la conservation en bocaux. Oui, Que ça oui. soit la lactofermentation ou que ça soit la stérilisation. Alors la stérilisation, ça demande un petit investissement initial sur l'achat d'un stérilisateur et ça consomme de l'énergie, on va pas se mentir. La lactofermentation, c'est un peu moins contraignant mais avec une marge d'erreur un peu plus grande aussi. Mais en tout cas, moi, j'essaye dans la mesure du possible de faire des bocaux, d'avoir des bocaux, et ces bocaux sont dans la cuisine, sous mes yeux. Parce que le congèle, c'est bien, mais quand c'est dans le Quand tu vois congèle, pas. enfermé dans un tiroir, sous les glaces et le sac de petits pois congelés, C'est et ça, que c'est que tu sais pas que tu t'as as. 10 barquettes en aluminium, et sur chaque barquette, il faut aller lire, ah ben tiens, ça c'est de la ratatouille, ah ben tiens, ça c'est du machin. Ah là là. Enfin, moi j'oublie et du coup c'est pas vraiment une solution pour moi la congélation parce que je les oublie aussi. Alors à moins d'avoir un inventaire précis de ce qu'il y a dans le congélateur. Ah ouais, non, mais j'ai essayé ça, tu sais, parce que mais ce que tu dis, je l'ai. Enfin voilà, c'est mon problème aussi. Et c'est que je vante un truc, j'ai réussi un petit peu, et puis après, ben, je vois que ça fonctionne pas toujours. Mais la lactofermentation, c'est un truc super chouette. Mais te faire un inventaire, à un moment donné, j'ai eu ce zèle-là, faire un inventaire de ce qu'il y avait dans le frigo et dans le congélateur. C'est merveilleux, mais ça a tenu 2 jours. Et Mais ouais, oui, parce que déjà ça ça demande part, un effort. Ouais. ça vient. Ah, c'est compliqué. Mais alors, par contre, la lactofermentation, ouais, c'est un sujet à creuser parce que c'est très, très sain. Alors, pas forcément évident non plus à mettre en
place quand on connaît pas trop. Bah, de toute façon, c'est comme tout, tant qu'on connaît pas, tant qu'on Mm. n'a pas essayé tout ça. Mais c'est bourré de probiotiques. Voilà, la fermentation, les aliments fermentés pour aider à la restauration de la flore intestinale, c'est important et ce sont des probiotiques naturels et dont nous avons besoin justement pour réguler cette population intestinale et se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Donc, allons-y. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est un chapitre enfin, dans le livre. Euh, je ne me fais pas trop d'illusions par rapport aux personnes neurotypiques qui diront ceci, parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées et que je partage, mais je sais que pour d'autres, ça peut être une bonne idée. Mais cette histoire de bocaux, moi j'adore. Et de bocaux que tu vois. Ouais, en plus, bah, moi, je trouve ça vraiment joli, tu vois, avoir une Ah oui. cuisine. Moi, dans ma cuisine, il y a des grandes étagères en bois qui prennent tout un pan de mur, et sur ces étagères, quasiment tout est en bocaux. Oh, ça va être trop joli. Les Et à couleurs. la fois ben voilà, à la fois les produits secs, les légumineuses, etc., mais aussi les bocaux préparés. Alors il y a un moment où c'était mes parents qui faisaient beaucoup de conservation en bocaux. Mhm. On allait dans la mesure du possible leur filer la main et on repartait avec notre petit lot de bocaux C'est pour voir choupinou. venir. Ah ouais, Et c'est ça. ouais, c'est vraiment génial aussi d'avoir du truc bah, à la limite tout fait, où bah, tu ouvres et puis tu peux directement, juste en réchauffant ou pas, manger ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ce qui se fait très bien pour de la ratatouille ou de la rista d'aubergine par exemple, ou avoir de la matière première qui est euh, conditionnée en bocaux, et où à un moment tu es là, tu lèves la tête, tu fais, ah mais tiens, il y a les cèpes qu'on avait ramassés l'année dernière et qu'on avait mis en Mhm. bocaux. Hop, Oh, puis tu ça, c'est bon, renfloues. c'est un trésor quand tu le trouves, hein. Oh, des N'est-ce cèpes! pas? N'est-ce pas? Et voilà, il y a pas mal d'autres solutions et c'est vrai que de plus en plus, on est venu sur des organisations aussi de l'espace, hein, tu vois, quand tu cherches un logement, quand tu es dans un appartement en ville, où la cuisine, on essaye de faire en sorte que ça soit le truc le plus fonctionnel, voire le plus petit possible. J'ai jamais compris cette mode des kitchenettes à l'américaine, là. Mais enfin, non, vu le si tu dois vraiment passer du temps à cuisiner, à faire de la bouffe comme il faut pour que ça soit sain pour toi et qu'en plus tu prennes du plaisir à le faire, il faut que l'espace Ah oui. soit adapté aussi. Donc, être dans une pièce qui fait 3 mètres carrés, là, où dès que tu te retournes, tu mets un coup de coude, tu fais tomber des trucs et tout ça, Oh, c'est pas machin, possible, et ça. t'as pas l'espace de Mm. travailler, de travailler ton alimentation, ben, Ni forcément, l'espace, ni l'envie. bah, ouais, moi je pense que si t'as pas l'espace, t'as pas l'envie, quoi. Et Oui, c'est vrai. si déjà ton envie, elle est un peu foireuse à la base, Mm. t'as vite fait, par biais de confirmation ou de congruence, de te dire, oui, mais de toute façon, je pourrais faire ça, mais vu ma cuisine, c'est même pas la peine d'essayer. Oh, ça me rappelle quelque chose de moi, ça. Non, t'as vu l'état de la cuisine, c'est pas la peine, hein. Bah oui. Oh, Ils laisse sont tomber, tous c'est d'accord là-haut, hein, des fois. Non, mais faire à manger, ça voudrait dire qu'il faudrait tout ranger, qu'il faudrait tout nettoyer, qu'il faudrait... Oh, laisse Oh, tomber, trop de choses. purée. Oui, c'est ça. Oh, ah là là. On va au McDo et on mange en pleine conscience. Non, c'est pas bien. Euh, Il y a du végétarien. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Ah non, des fast-food, j'y arrive pas. Mais oh là, qu'est-ce que c'est compliqué. Manger en pleine conscience. Mais même si c'est n'importe quoi, faites-le. Et puis après, vous nettoyez votre cuisine, vous verrez, ça sera plus facile. Et c'est là que ça sera plus facile de nettoyer la cuisine pour repartir du bon pied. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur les fast-food parce que c'est une vraie question sociétale aussi. J'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps qui disait que l'ambition de la directrice de McDonald's France, là, c'était que d'ici je sais plus quand, tous les Français aient un McDo à moins d'un quart d'heure de voiture de chez eux, je crois, quelque chose comme ça, tu vois.
Mon Dieu. Et alors, il y a un moment, j'ai vécu en ville, à Montpellier. Ça a été hyper délétère pour mes habitudes alimentaires, pour deux raisons principales. La première, c'est que j'étais seul et que quand tu cuisines seul, enfin quand tu cuisines pour une personne, c'est hyper compliqué. Rien n'est fait dans le commerce Mm. pour des portions célibataires, à part les plats tout faits. Voilà. Ouais. Euh, donc c'était hyper compliqué de cuisiner pour moi, puis surtout si je me mettais à cuisiner, ça voulait dire que je bouffais pendant 4 jours la même chose parce que au niveau des quantités, etc. Oui. Et la deuxième raison qui a fait que ça a été hyper délétère, c'était la facilité et la proximité bah, de tout ce qui était fast food, junk food. Et notamment, notamment avec des trucs où il suffisait d'avoir une application sur son téléphone et en 3 clics, tu avais payé et 20 minutes plus tard, tu avais quelqu'un qui sonnait à ta porte et qui te disait, ah bah tiens, voilà ta Ouais. bouffe et tu pouvais bouffer, tu n'avais pas bougé ton cul du canapé en train de jouer à la console. Sédentarité plus, 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 quoi. Après, moi, j'ai un rapport au fast-food qui est un peu différent. Je sais que d'un point de vue éthique, philosophique, moral, environnemental, diététique, c'est de la merde. On est entièrement d'accord. Mais moi, j'aime bien ça. Mais, mais oui, et J'aime puis il bien n'y a ça. pas de raison de se l'interdire. C'est Voilà. juste, en fait, pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais t'as raison, il n'y a pas de raison de se l'interdire. Alors, il y a un moment, moi, j'ai une pensée qui est parfois un petit peu binaire, hein, malgré tout mon amour pour la nuance et la pensée complexe. Euh, il y a des fois où je me dis non, mais il faut pas. Donc, je m'interdis définitivement les fast-foods. Génial, je crée de la frustration Mm. qui s'accumule, et le jour où je craque, parce que de toute façon, je vais craquer. C'est l'orgie, c'est n'importe quoi, et Et c'est la voilà. culpabilité, Et voilà, et non la seulement honte, et le c'est dégoût de l'abus, soi. c'est l'abus, l'opulence, le Mm, trop, mm. et saupoudré d'une belle dose, en effet, de culpabilité, de honte et de dégoût de soi. D'où Voilà. l'intérêt de ne pas s'interdire. Alors, certes, enfin, moi j'ai beaucoup de mal, mais alors je me questionne, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de mal? Déjà parce que bon, ça n'a jamais fait partie de notre éducation que d'aller manger là-dedans. Ça m'arrive, des fois, enfin voilà, ça m'est arrivé d'y aller manger avec mes enfants, mais je crois que ça a basculé à partir du moment où j'ai commencé justement à m'appliquer enfin, cette méthode que je me suis créée là pour manger de façon plus saine. Et c'est ça qui est assez fabuleux d'ailleurs de ce que j'ai remarqué, c'est que mieux tu manges, euh, et moins tu as envie de manger des choses, moins tu as envie de craquer sur des choses industrielles, justement, quelles qu'elles soient, hein. Mhm. Parce que en fait, les goûts sont décuplés. Et surtout, en fait, ta santé mentale se porte bien mieux. Et les moments où tu craques, déjà, tu te l'autorises plus facilement parce que tu as le droit. Enfin, personne n'a le droit de juger, en fait, Mhm. si on doit manger ou pas, ce qu'on doit manger. Et je trouve que ça se met en place naturellement, en fait. Et, euh, et ça, pour ça, c'est assez chouette. Et je crois que c'est pour ça que de moins en moins, j'ai envie d'y aller. Bon, après aussi, pour toutes les raisons, euh, enfin voilà, toutes les raisons éthiques que ça entraîne et ce genre de choses. Mais quand j'ai envie, enfin plus tard qu'hier soir, j'avais envie d'un paquet de gâteaux. Ben, j'ai mangé mon paquet de gâteaux et, euh, et sans problème, parce que je sais que ce n'est qu'un passage. Et je sais que je le fais en fait en pleine conscience. Je prends plaisir à le faire. Donc, si tu as envie d'aller manger au McDo, enfin ouais, voilà, ou des trucs comme ça, mais vas-y, fais-le. Mais euh, prends le temps de savourer, en fait, de te nourrir, voilà, sensoriellement, pour que j'allais dire ce genre d'écart, mais non, c'est moche de dire ça, parce que ce genre d'habitude plutôt, parce que voilà, tu vois, encore pour le truc binaire, si on appelle ça un écart, donc forcément, voilà, t'as craqué. Enfin, Mhm. j'ai pas du tout envie de le voir
sous ce prisme-là. C'est que, voilà, on mange des choses saines. Et puis, quand on a envie de se faire plaisir avec des cochonneries, mais allons-y, mais faisons-le consciemment. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on s'aperçoit que ben, la fréquence, pardon, s'espace de plus en Mm. plus. Et, Mais tu vois, même enfin, avec le fait de dire j'ai envie de me faire plaisir, pendant un long moment, j'ai fonctionné comme ça aussi, où je me dis, oh, allez, vas-y, c'est bon, là, mm. je suis en bas dans la vallée, c'est l'occasion, j'y passe la journée et tout, faut que je bouffe dehors, je vais me faire plaisir, je vais aller au fast-food. Alors oui, c'est se faire plaisir, mais en fait, ça vient aussi de manière un petit peu pernicieuse, induire l'idée que c'est ça manger avec plaisir et que ce que tu vas te faire après à bouffer tous les jours et tout ça, c'est pas du plaisir, c'est de l'utile ou c'est du nécessaire ou donc j'ai essayé de changer un peu mon rapport à ça en me disant plutôt je vais me le permettre que je vais me faire plaisir. Dans Ouais, ma t'as tête, peut-être je me raison. dis je vais me le permettre. Voilà, une fois, et puis euh, comme tu dis, hein, en pleine conscience, c'est-à-dire en disant ben voilà, j'en ai envie, j'ai l'opportunité, je vais pas culpabiliser, etc. Machin et tout. Mais d'arrêter de me dire je vais me faire plaisir parce que quelque part, en fait, je me disais, bah, le reste du temps, je me fais pas plaisir au niveau de la bouffe, c'est une contrainte, une nécessité, et ça construisait quelque chose d'assez malsain dans le rapport à l'alimentation, tu vois. Et ça prouve bien à quel point nous sommes conditionnés quand même, parce que tu as tout à fait raison dans cette expression-là, et c'est certainement pas la bonne expression. Je crois pas l'avoir utilisée d'ailleurs dans le livre, j'espère. Euh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. C'est que bah, moi, tu vois, quand je l'évoque, alors super plaisir, c'est pas bien, c'est que, enfin c'est pas bien. Rien n'est ni bien ni mal. C'est que quand on est dans cette démarche-là, on sent déjà que le craquage, il est pas loin et qu'en fait, c'est l'impulsivité est là et ça devient assez difficile à gérer. Et donc, oui, il faut se le permettre plutôt. Et ah, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Le rapport entre se le permettre et se faire plaisir. Ouais, bah déjà, c'est un excellent moyen, en fait, quand on dit se le permettre, de diminuer ce sentiment de culpabilité et de dégoût, de honte quand on a craqué. Parce que si on utilise l'expression se faire plaisir, c'est certain que bah, du coup, euh, il y a une notion de quand je mange après, je ne me fais pas plaisir. Donc la restriction, elle peut être quand même Mm. assez là. Moi, euh, pendant longtemps, et maintenant, j'y arrive plus. Pourtant, j'essaie, je comprends pas pourquoi. Il fut un temps où pendant très longtemps, en fait, mon aliment fétiche, c'était les cordons bleus industriels. Et c'est là, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que la notion de se faire plaisir, c'est que là-dedans, quand même, que ce soit ça ou McDo, enfin, peu importe les trucs industriels, ils mettent des cochonneries à l'intérieur qui nous rend addicts. Mm. Les additifs, voilà. Et je pense que c'est de là, en fait, où on se dit, bah oui, ça fait plaisir. De manger ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose sur les papilles qu'on n'arrive pas à reproduire nécessairement. Bon, des fois, c'est encore mieux, enfin, c'est souvent. Maintenant, quand on n'a pas cuisiné tout ça, on peut faire des plats incroyables, fort heureusement. Mais ouais, ce truc-là, ça rend vraiment addict. Et les cordons bleus, ben, c'était le cas. Et, euh, et le fait de le manger, enfin, quand je m'autorisais ces craquages, justement, euh, bah, le fait de le manger, alors que je sais que bah, j'avais cette notion de vouloir me faire plaisir, effectivement, à l'époque, mais je savais que c'était pas sain du tout. Ça a quand même, voilà, le fait de le manger en pleine conscience, ça m'a aidé à vraiment diminuer tous ces sentiments difficiles que ça amène justement voilà, qui entraînent une mésestime de soi énorme. Donc ouais, enfin, l'idée, enfin, vraiment de mon livre et puis de ma volonté de partager là-dessus, c'est
peu importe, enfin, ce que vous avez, c'est là sur le moment. Pour l'instant, c'est là. Vous ne pouvez pas lutter contre, ou en tout cas, ça sert à rien de lutter contre, parce que ce sera vraiment très problématique après. Faites. Alors, ouais, non, j'allais encore utiliser l'expression. Faites-vous plaisir, ou non. Permettez-le vous plutôt. Allez-y, mais faites-le du mieux possible. Mm. Et vous verrez que Euh, petit à petit, ça va Il y se. a, il y a aussi une construction sociétale autour C'est ça. de la notion de plaisir et de la culpabilité qu'on y associe. Alors, est-ce que c'est dû à une tradition judéo-chrétienne héritée du stoïcisme? Est-ce que je sais pas trop à quoi c'est dû, mais il y a quand même cette notion, et dans plein de domaines différents, hein, où le plaisir est coupable. Si tu te fais plaisir, tu dois culpabiliser. Euh, ah, mais tu joues à des jeux vidéo et tout ça, machin, c'est improductif, c'est nul, c'est pour les gamins, ça sert à rien, etc., machin et tout. Ah bon, ben je vais culpabiliser parce que je suis pas normal, parce que j'aime pas ça. Parce que j'aime bien ça plutôt. De la même manière, pendant longtemps, j'ai été animateur socio-éducatif et mon boulot était très chouette. Il y avait une grosse partie de plaisir. Mm. Mais pour beaucoup, ce n'était pas un travail, ce n'était pas un métier. Parce qu'il y avait cette notion de plaisir-là qui était vraiment très prégnante. Mon dernier emploi salarié, je travaillais dans une ludothèque associative. Donc je conseillais des jeux, je faisais jouer les gens. Et ah bah non, mais c'est pas un travail ça, puisque tu passes ta journée à jouer. Bah Ouais. non, déjà je passe pas ma journée à jouer, mais en plus de ça, si, c'est un boulot, c'est pas parce qu'il y a une notion de plaisir que forcément il faut que ça soit coupable. Et on a plein de tabous, je trouve, dans notre société lié justement à ce rapport quasi systématique qu'on fait entre plaisir et culpabilité, que ça soit la sexualité, que ça soit l'alimentation, que ça soit les loisirs. Dont on va pas forcément parler parce que ben, on va en avoir un peu honte et tout ça, tu vois. Mm, mm, Moi, mm, quand mm, j'étais au collège, je faisais du théâtre, de la chorale et de la guitare. J'en parlais pas forcément, tu vois, parce que à 14 ans, quand t'es un bonhomme, tu vas pas chanter en chœur avec les autres et tu vois, faut aller faire du foot. Ah, Et pourtant, ce qui me faisait plaisir, moi, c'était pas socialement accepté ou acceptable, je ne sais pas. Et donc, du coup, je me suis toujours senti un petit peu coupable par rapport à ça. Et ça reste, en fait, hein. Ça ouais, reste parce ouais, ouais. que si il y a une construction sur la pensée binaire, justement, comme ça, si c'est du plaisir, c'est que c'est pas utile. Or, le plaisir est une nécessité en termes de santé mentale. Ah oui. Euh, réellement, et quand tu assènes à quelqu'un que non, ce qu'il fait, c'est pas utile, c'est pas sérieux, c'est pas rentable, c'est pas machin et tout, bah, tu le fais culpabiliser et cette personne peut facilement avoir tendance à reproduire ce schéma de pensée-là sur toutes les choses qui vont lui faire plaisir. On dira, ben non, mais s'il y a du plaisir, c'est que c'est pas sérieux, c'est que c'est pas utile, donc c'est qu'il faut que j'évite parce que c'est pas utile à la société, quoi. Qu'est-ce que nous sommes conditionnés? Mais Mm. effectivement, oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est assez Mm. terrible. Et puis, il y a cette question, et tout est joué là-dessus parce qu'il y a cette question du réconfort aussi derrière. C'est-à-dire que quand tu passes ta vie à refuser tes plaisirs, parce que on t'a dit que c'était culpabilisant, que c'était inacceptable, que c'était pas sérieux, que c'était puéril, etc. Bah, tu passes toute ta vie en fait à être mal. Et donc À le faire moment grandir la où frustration. exactement, et le moment où tu vas avoir un craquage, comme tu dis, bah, tu vas aller chercher du Ah, mais c'est ça, réconfort parce que à foison, parce que t'es mal en fait.
Donc, tu as besoin C'est comme d'être une cocotte réconforté. minute, ça déborde. D'où Ouais. la nécessité de comprendre que ça fait partie de nous. On a le droit. Enfin, voilà, l'accès au plaisir, se faire du bien, oui, c'est vital. C'est Mm. vital. Parce que sinon, effectivement, la frustration, toujours se restreindre. Qui dit restriction dit frustration. Si c'est la frustration, on y pense de plus en plus, de toute façon, parce que moi, du temps où j'étais anorexique, c'était très très compliqué à gérer parce que autant l'addiction aux jeunes, enfin voilà, cette façon, ça fait plaisir aussi malheureusement d'arrêter de manger pendant un certain temps, les premiers temps. Après, c'est ce qui nous enfonce aussi, c'est ce qui contribue à nous enfoncer dans quelque chose duquel il est très difficile de sortir seul. Et, euh, plus j'avais de plaisir, et plus en fait ma frustration grandissait à certains moments d'abord seulement, au moment des repas, et puis après tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, cette pensée-là, elle devient obsessionnelle. Là, pour revenir dans le cadre de l'alimentation, c'est que ça nous prend tout l'espace. En fait, je crois que je me souviens plus pour la boulimie. Il me semble que c'est oui, mais c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait la même. L'obsession n'est pas tout à fait la même. Mais alors, dans l'anorexie, c'est peut-être la chose dont j'ai le plus souffert. Je sais pas. Euh, on ne pense plus qu'à ça. Mm. Et donc, forcément, après, on en vient à craquer. Et ben, d'ailleurs, avant les crises de boulimie ou ce genre de choses. Et non, c'est vraiment important en fait de retravailler cette notion de se faire du bien, de se faire plaisir, c'est important. Quoique, en fait, de suivre son envie, quelle qu'elle soit, que ce soit le chant, que ce soit, enfin voilà, affranchissons-nous de ces constructions sociales qui nous disent que le plaisir c'est quelque chose de pas sain, Mm. qu'il faut pas. Et allons-y, quoi. Enfin, laissons-nous parler, et laissons-nous nous sentir bien. Et même si socialement, c'est pas forcément adapté, même si enfin, nutritionnellement, ça l'est pas forcément dans un premier temps, c'est comme ça de toute façon. Et puis petit à petit, en apprenant en suivant certaines façons de faire que je tente d'expliquer, ça va s'espacer. Mais oui, la culpabilité, enfin, la restriction, la frustration, l'obsession, ça mène, enfin, tout ça fait que inévitablement, à un moment, ça va craquer. Mm. Et ça va déborder, et ça peut sérieusement déborder. Et enfin voilà, on parle de honte, de culpabilité, de dégoût, mais ça va bien au-delà des fois. Enfin voilà, plus envie de vivre. Enfin voilà, Mm. c'est vraiment un sujet très épineux, je Mm. trouve, de santé mentale. Ça bascule très vite sur des symptômes anxio-dépressifs graves, quoi, vraiment. Ah oui. Mm, Alors mm, justement, mm. puisqu'on parlait de construction sociale, moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai pas encore de réponse, hein. J'y réfléchis souvent, mais j'arrive pas à démêler le nœud. C'est cette question des 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, machin et tout. Euh, alors quand j'étais gamin en pleine croissance, c'était la norme à la maison. C'est comme ça qu'on fonctionnait et ça m'allait, d'autant plus que j'étais en pleine croissance et que mine de rien, j'avais une certaine activité physique entre le sport à l'école et le fait que très souvent je me déplaçais à pied pour aller au collège, au lycée, etc. J'avais 3 kilomètres à faire, tu vois, donc je marchais. Bon, ça allait. À partir du moment où je me suis retrouvé jeune adulte, le matin, compliqué de déjeuner. Mm, mm, Puis alors mm. surtout quand tu bosses dans des cadres où, bah, par exemple, en colo, c'est du H24, quoi. Tu te lèves le matin, faut que tu sois opérationnel dans les 5 minutes. Donc, petit déj des champions, les 3 C, c'est parti, hop, café, clope, caca, on est parti, on est opérationnel. Allons-y. Petit à petit,
bah, je me suis habitué et j'ai l'impression que ça me va, hein, à quasiment pas manger le matin parce que aujourd'hui j'ai l'impression de me forcer quand je mange le matin. Euh, Bah, par contre, à midi, bah, voilà, bouffe un petit peu plus conséquente, mais contrepartie, plus le temps passe et plus je vieillis, si je bouffe à midi et de manière un peu riche, bah, gros coup de barre l'après-midi, Ah, la digestion. inopérationnel, etc. Ouais, la digestion. Mais en même temps, le soir, bah non, vaut mieux pas manger trop lourd le soir parce que ça influe sur le sommeil. Et je le vois aussi, hein, enfin, maintenant, quand je fais des craquages fast-food et tout le bordel, c'est jamais le soir, plus jamais le soir. Ouais. Ça, c'est mort parce que sinon, la nuit, remontée acide, je suis pas bien, machin et tout. Bref, toujours est-il que je suis partagé entre la nécessité d'une régularité, parce que je pense quand même que c'est assez nécessaire d'avoir une régularité dans la prise de repas, parce que sinon c'est un peu foireux, et moi je le vois avec mon corps, hein, quand je suis beaucoup trop irrégulier, ben, je cède beaucoup plus facilement aux crises d'hyperphagie, Mm. où je vais aller bouffer parce que bah, mon corps il est en PLS en fait, hein, il est là, il dit quand est-ce que tu vas me nourrir, quand est-ce que tu vas me nourrir. En fait, il y a une espèce de stress sous-jacent de pas savoir quand est-ce qu'il quand est-ce qu'il va être nourri. Alors à ça, tu rajoutes la peur du manque, etc. Ça en met une belle couche. Euh, et donc je suis partagé entre cette nécessité de la régularité, mais en même temps le fait de me dire euh, mais il faut que je mange quand j'ai faim, parce que si je me force, je n'y arrive pas, je prends pas de plaisir, du coup, je prends moins de plaisir. Voilà, je mange pas vraiment à ma faim, et du coup, comme c'est déjà une contrainte, bah, faut que je bouffe des trucs qui sont un peu réconfortants pour venir contrebalancer le fait que je me Mm. force à manger à ce moment-là, etc. Donc, je suis dans cette espèce de questionnement un peu continu et auquel je n'ai pas de réponse sur qu'est-ce qui vaut mieux en fait. Est-ce que c'est une régularité ou c'est vraiment manger à sa faim? Est-ce que la faim, ça se construit aussi, le rapport à la faim? Et est-ce qu'avec en mettant en place des habitudes au début un peu contraignantes sur une certaine régularité, j'arriverai à, entre guillemets, dresser mon corps à avoir faim à des moments clés. Est-ce que c'est une construction sociale aussi, et que c'est peut-être pour ça que que je me vautre assez facilement dans l'irrégularité et la dérégulation. Voilà, toutes ces questions-là, t'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'es déjà confronté? Ah, ben, j'en pense que oui, je m'y confronte. Je continue d'y réfléchir aussi. Et là, je me dis, enfin, au fur et à mesure que tu décris ta situation, mais finalement, c'est pas si déconnant que ça, qu'on soit plus de 30 à 35%, c'est ça, à ce trouble de comportement alimentaire quand on est neuroatypique. Autiste, pardon. 20 à 35% des personnes avec un TCA sont autistes. C'est ce que dit Ah, l'étude. d'accord. Mais il y a Ouais, mais des c'est. études qui sont venues montrer qu'il y a une forte proportion de personnes qui ont des TCA qui sont aussi porteuses de TDAH. Tiens donc! Mais Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une bonne cinquantaine de pourcents des personnes avec des TCA qui soient neuroatypiques en fait. Mais c'est très très complexe parce que tu vois cette histoire de ben, si je passe trop longtemps sans manger, mon corps va me le dire. Alors en plus, comme ben, quand on est autiste, ben, cette histoire de sens de l'interoception, c'est-à-dire le fait de ressentir notre sensation de faim, enfin, quand le corps a faim, quand le corps a assez mangé, tout ça, c'est déjà très complexe et ça se traduit sur le cognitif de façon flagrante, en tout cas pour moi. Comme je ressens pas nécessairement toujours la faim, il y a un moment donné où ça va basculer. Je vais pas manger et puis ça va basculer et puis je vais cognitivement, ça va plus avoir aucun sens ce que je dis. C'est très très complexe. Il faut vraiment que euh, et c'est là où je trouve que cette histoire de régularité, ben, elle est intéressante, de régularité dans les repas. Parce que du coup, là où moi je suis pas capable de déceler ma faim,
bah, il y a voilà, un tempo qui fait que ben, je peux manger même si je n'ai pas faim. Et le problème, bah, comme tu as dit, on n'a pas faim, donc comment on fait pour avoir plaisir à manger? C'est là où le batch cooking, tes bocaux et tout ça pourrait entrer en ligne de compte. Ça peut être une solution. Euh, Après, concernant cela, c'est aussi très compliqué parce que ces histoires de repas, de 3 repas par jour, ça reste aussi une construction sociale où, ben, à l'ère de l'industrialisation, il a bien fallu harmoniser les temps de pause pour que ben, la productivité ne s'en retrouve pas impactée parce que c'est bien connu, ben, oui, on travaille pour vivre ou on est là pour travailler. C'est ça, hein? Ouais. Donc On forcément, vit pour travailler, ouais, ouais. oui, voilà, voilà, c'est ça. Mais on vit pour travailler, on ne vit que pour travailler, et on est des robots. Voilà, sans émotion, juste produire. Et donc, bah, forcément, bah, le matin, petit déjeuner, même si t'as pas faim, parce que ça va être long jusqu'au repas de midi où bah, si tu es neuroatypique et que t'as pas pris ton petit déjeuner, bah, ça va être sacrément impactant quand même sur le cognitif, sur bah, surtout les gestes. Moi, enfin, quand je suis en surcharge, il y a des moments où j'ai l'impression d'être ivre. Comme si Mm. j'avais, enfin voilà, j'avais bu. Enfin, je me cogne partout, je peux tomber. Il y a des marches qui poussent. C'est terrible ça quand même. Tu marches, voilà, t'as une marche qui pousse. Et puis une petite casse la figure. Voilà, et tout ça, c'est très lié. Mais alors, si tu manges sans faim, parce que il faut respecter, parce que tu travailles, il faut respecter ces temps de pause et tout ça, eh ben forcément, tu dérégules ta propre faim. Euh, et, euh, et si tu la dérègles, bah, tu vas développer aussi, bah, enfin, l'estomac va s'agrandir, tu vas manger, manger, et tu vas, euh, en fait, tu vas empêcher ton corps de ressentir cette sensation. Oui, voilà, ça va favoriser. J'arrive plus à le dire. Peut-être que j'ai faim là, t'as vu? Ah, J'ai pas mangé ce matin. tu vas favoriser le fait de manger sans faim, FIN. Voilà, à force de manger sans Voilà. faim, FIM, tu vas manger sans faim, FIN. Voilà, sans fin, des choses industrielles Ouais. aussi pour avoir du plaisir. Enfin voilà, trouver ce plaisir qui te Ouais, du manque parce que réconfort, justement ouais. t'as pas faim, AIM, voilà, voilà, des nourritures et confort, mais qui vont elles aussi développer ton sentiment, enfin ton appétence, ton appétit. Et l'appétit c'est encore autre chose, quoi. C'est même plus de la faim, c'est que tu peux manger sans faim, FAIM, parce que ben, ça t'a ouvert, enfin, les odeurs vont t'ouvrir l'appétit et tout ça. Et puis ils sont très forts hein, quand tu vas te promener en ville Oh et tout oui. ça devant les Ouais. boulangeries. Mm. Voilà. C'est un problème très complexe. Moi, j'aurais tendance, enfin, j'ai cette chance-là et je sais qu'elle n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir maintenant, enfin voilà, dorénavant manger quand je le souhaite. Mm. C'est-à-dire quand et plus tu écoutes ton corps en te disant, bah non, là il est midi, j'ai pas faim, j'attends. Et plus, en fait, petit à petit, ça revient. Alors, c'est sûr que au départ, c'est quand même, comme tu dis, de toute façon, manger très lourd le soir, après pour dormir, c'est très compliqué. Et si tu dors mal, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Pourquoi? Pour avoir des aliments coup de fouet, tu sais? Bah oui, oui, bien sûr. Bien Et sûr. tes aliments coup de fouet, ça va être du sucre. Et le sucre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser Oui. une hypoglycémie réactionnelle. Puis C'est si tu dors mal, bah t'es plus à fleur de peau, donc euh, tu as moins de gestion émotionnelle, tout prend des proportions inconsidérables. Et donc, parce que tu en parles aussi dans Oui, ton bouquin, hein, les grignotages compulsifs et le rapport aux émotions. oui, En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je constate aussi dans mes propres fonctionnements. Il y a en effet une dimension purement physiologique dans l'hyperphagie, dans les crises d'hyperphagie. Mais il y a aussi et surtout une dimension émotionnelle, une dimension psychologique où quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui échafouine, quand je me sens débordé, quand je suis en colère et que j'arrive pas à exprimer ma colère, ou quand je suis triste et que je me sens vidé, hop, tac, direction la cuisine.
je vais me remplir. C'est ça. Je vais recharger le truc. Et c'est vrai que pour moi, c'est devenu, au fil du temps, c'est devenu une sorte d'indicateur. Quand j'ai ces crises-là, euh, et c'est comme le sommeil, hein, que quand j'ai ces crises-là, ou quand je dors pas bien depuis très longtemps et tout, Tu sais que c'est ça va qu'il pas. y a, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Ouais. Chercher à mettre des pansements sur une jambe de bois, ça ne servira à rien. Autant essayer d'aller trouver la cause réelle du problème, Oui. ce qui génère des émotions, parce que les émotions restent des signaux d'alerte du corps, hein. C'est Ah, ce sont des indicateurs et c'est à ça sûr. c'est pour ça qu'il y en a ni de bonnes ni de mauvaises. Voilà. Il y en a qui sont plus agréables à ressentir que d'autres. Oui, c'est certain. Ça, on est bien d'accord. Mais il y en a ni de bonnes ni de mauvaises, parce que chaque émotion est porteuse d'un message, d'un signal d'alerte qui va dire Mm, attention. Voilà, on cite régulièrement, quand on fait euh, de l'éducation aux émotions, on cite régulièrement le fait que la colère vienne signaler que des limites ont été franchies, ou que ce qui mm. se passe est en conflit avec tes valeurs profondes. Voilà. Et c'est pas négatif en soi, au contraire, c'est, c'est ton identité qui Ah, c'est s'exprime. pour ça que quand j'entends que la colère c'est mauvais pour l'organisme, ben non, c'est pas mauvais pour l'organisme. Enfin voilà, c'est là pour une raison, il faut Mm. l'écouter. Et ce que tu dis là par rapport au fait que oui, enfin quand tu commences à manger de façon erratique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je le vis encore aujourd'hui et je crois que c'est très très fort. Enfin ouais, très présent en fait dans l'autisme, c'est que comme on n'a pas nécessairement connaissance de ce que nous ressentons, les émotions et tout ça, enfin, on est quand même très déconnecté de tout ça et puis c'est la lexithymie, il me semble, où ben voilà, c'est compliqué de les distinguer, Et de de les les nommer. verbaliser, de les Ouais. nommer et voilà. Donc bah, forcément, et que la nourriture a une dimension affective très très forte euh, qui est ben, survalorisé aussi par l'industrie agroalimentaire. Enfin, voilà, quand ils font des spots publicitaires, voilà, ils sont toujours quasiment, enfin, ils sont toujours dirigés sur les émotions de ce que l'on pouvait ressentir enfant. Enfin, voilà, la Mm. nourriture est confort et tout ça, quand mamie nous faisait un repas. Enfin, un gâteau, le gâteau de mamie, enfin, la Les madeleine de madeleines de Proust. Proust. Ouais, c'est ça. C'est ça, et donc c'est très complexe, et c'est là-dessus que j'ai articulé justement la deuxième partie de mon livre, c'est que euh, voilà, apprendre à se connaître émotionnellement pour ben, pouvoir en fait ben, comprendre ce que nous ressentons, les laisser parler, les laisser s'exprimer, ces émotions-là, les relier en fait à ce que nous vivons dans le quotidien, pourquoi ça nous perturbe, et en fait leur donner un sens pour permettre à notre cerveau de les intégrer. Parce que le problème, c'est que quand ce n'est pas le cas, quand on n'arrive pas, enfin quand on ressent des choses, on ne sait pas ce que c'est, et que bah, le cerveau ne les a pas intégrés parce qu'il ne les a pas reliés à une situation, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça favorise les ruminations, parce que c'est une des fonctions des ruminations aussi, c'est que pour pouvoir intégrer une information, le cerveau, il a besoin d'avoir tous les éléments en sa possession pour après pouvoir passer à autre chose. Si c'est pas le cas, parce que ben voilà, tu vis une situation qui te provoque telle ou telle émotion, mais t'as pas réussi à faire le lien, donc ben, ça te voilà, ça reste quelque chose de non résolu pour toi sur l'instant, ou en tout cas tu vas le refouler. Et quand qui dit refouler dit après prendre plus d'ampleur, parce que effectivement lui le cerveau il n'est pas d'accord avec ça, il va Mm. te le ressortir. Mais non, il s'est passé ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est, enfin voilà. Et c'est comme ça que ben, petit à petit, on en arrive, en donnant du sens à ce que l'on vit, à comprendre et à accepter surtout ce que l'on peut ressentir. Parce que ça, c'est un problème très problématique, si je peux le dire comme ça, dans les émotions, c'est que ben, comme elles sont considérées comme négatives, beaucoup comme la colère, comme la tristesse, ce genre de choses, alors que la tristesse, en fait, ça va de lien avec l'acceptation. C'est quelque chose Oui. d'essentiel, comme la colère, eh bien, on va les refouler.
parce que comme on vit dans une société d'apparence où apparemment, enfin Instagram, j'ai beaucoup de mal, enfin voilà, Instagram est beaucoup décrié pour ça, où il faut montrer le côté parfait. Ceci dit, enfin tous les réseaux sociaux, je pense que c'est ça, faut montrer toujours que tout va bien, parce que qui sourit à la vie lui sourit, c'est bien connu. Et le problème, c'est que, bah, en attendant, bah, les difficultés que l'on vit, parce que des émotions, on en ressent tous, hein, bah, si on les refoule, bah forcément, à un moment donné, elles vont prendre tellement d'ampleur elles vont renforcer cette dysrégulation émotionnelle que déjà, en tant qu'autiste, je crois aussi avec le TDAH, bah oui, de toute façon, avec le TDAH, bah, euh, qu'on subit. Euh, et quoi de mieux que la nourriture, justement, pour essayer d'étouffer ça. Mm. Et quand ça craque, eh ben voilà, je m'en fous, j'y vais. De toute façon, la vie, c'est moche, c'est pourri. Qu'est-ce que Ouais. j'aime dire ça? Mais après, au fur et à mesure que tu vas, je dis, oh putain, j'ai encore craqué, je suis qu'une merde. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Ouais, non, Mettre c'est. des pelletés par-dessus pour cacher ce qui va pas, quoi. Et puis ton problème initial, tes émotions, ce que tu as vécu, qui t'a provoqué telle ou telle chose, ben, c'est pas résolu en Mm. attendant. Et donc, ben, ça continue d'être là et ça te pourrit la vie. Donc, oui, voilà, cette deuxième partie-là, notamment ben, sur l'écriture. Enfin voilà, où je fais la part belle à l'écriture notamment, puis à la pleine conscience, la méditation. Elle est là pour ça, pour apprendre à se connaître et surtout Mm. apprendre à s'aimer tel que l'on est. Parce qu'on croit que, ben, tu vois, c'est comme sur le même principe que le plaisir. On croit que c'est pas normal de ressentir ce genre de choses. Euh, et donc, ben, on le cache. Et si on le cache, ben voilà, encore une fois, ça prend de l'ampleur. Et puis, plus on le cache, moins on sait ce que c'est aussi. Et moins on arrive à le réguler. Enfin, moins on arrive à le réguler, et plus en fait, ben, on va chercher inconsciemment ben, des choses ailleurs qui vont nous permettre justement de rester, de tromper tout ça, parce qu'en fait, on se trompe, on se Mm. ment à soi-même, Oui, mais on le oui. fait pas exprès, c'est pas un choix. Hein. Encore une fois, on en revient toujours au même problème, c'est que c'est le système qui est fait de telle manière que bah, il est maltraitant pour tous. C'est un, c'est un réflexe de survie et d'adaptation, hein, clairement. C'est ça. Euh, On se rend... au tout début de l'épisode, tu as brièvement évoqué le fait que les troubles du comportement alimentaire pouvaient conduire à une forme d'addiction au sport. Oui. Je sais que tu l'évoques aussi de manière assez brève dans ton livre, mais entre les lignes, moi j'ai entendu ça. Est-ce que tu peux et veux en parler un petit peu plus? Oui, je vais essayer. Pourquoi j'ai... Alors, en fait, dans mon livre, j'en parle très peu parce que j'ai beaucoup de mal à parler de tout ça. Enfin, ça reste quand même assez difficile. Euh, En fait, quand je me suis aperçue ben, que j'étais obèse un jour, comme ça, en me regardant dans la glace, et que j'ai voulu, ben, c'est là que la restriction petit à petit s'est mise en place. Je me suis mise à faire du sport, à compenser en fait. C'est ça, c'est adopter des comportements compensatoires, parce que c'est ce que va amener la honte et la culpabilité et le dégoût de soi. C'est que ben voilà, on a craqué, on va se rattraper, on va Il faire mieux. faut faire un effort pour venir rééquilibrer le truc. Voilà, on va fournir un effort. Je vais aller courir. Je cours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, j'élimine. Euh, et puis comme ça aussi, après, je peux recraquer. Mais si je recraque, ben, après, on tombe dans le truc la balance qui ne descend pas vite. Et puis, enfin voilà, les chiffres de la balance qui ne descendent pas vite. Et ce besoin de courir tout le temps, d'autant plus qu'à ce moment-là, en fait, je me suis mise à courir avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme parce que bah, je voyais bien que ça fonctionnait, mais je me fatiguais aussi énormément, ce qui fait que bah, en fait, je suis entrée petit à petit comme ça dans un cercle vicieux qui a fait que ben, je mangeais, mais en parallèle, j'avais mis en place un régime ultra protéiné pour maigrir encore plus vite, qui faisait que ben, ça fonctionnait très bien. Et par contre, ben, les repas Joker, là, tels qu'ils étaient vantés, ben, forcément, comme j'avais pas tous les aliments, ben, j'avais pas droit à tous les aliments, j'étais dans la restriction avec ce régime hyperprotéiné, ben, la frustration grandissait.
La culpabilité aussi, parce que quand j'arrivais à ce repas dans la semaine dit Joker, et ben, je mangeais mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui faisait que je courais encore plus, mais et même encore, mais ça je trouve que c'est un peu lié à l'autisme aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Je peux courir, enfin voilà, je pense partir une demi-heure, et puis au final, 5 heures plus tard, je suis pas revenue encore. Ma fille s'inquiétait une fois, mais maman, tu sais quoi? En plus, je pars sans rien, donc voilà, sans manger, sans boire, sans téléphone. C'est compliqué. Et oui, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre par rapport au sport, c'est qu'en fait, cette addiction au sport, elle est nocive. Il ne s'agit pas, parce qu'on nous dit pour maigrir, enfin voilà, pour maigrir, pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, il faut faire du sport. Mais je ne suis pas très sûre que ce soit une bonne idée, parce que ça encourage plutôt euh, à rentrer dans cette addiction-là, parce que le sport, c'est des endorphines, enfin voilà, on se sent bien. Mais très vite, en fait, surtout quand on est autiste, on voit pas trop la limite de notre corps qui nous dit stop, il faudrait que tu arrêtes un petit peu là, parce que je suis fatiguée. C'est encore très difficile, ça, ce genre de choses à régler. C'est que c'est une activité physique qui compte. C'est pas une activité sportive, et toute la différence est là. Il ne s'agit pas de se tuer à la tâche, parce que déjà, au niveau, enfin moi, ce que j'avais remarqué quand je faisais beaucoup, beaucoup de sport, j'étais vraiment très, très rigide mentalement. Voilà Ouais. quoi, tout était réglé comme du papier à musique. Il fallait surtout pas que je déroge à la règle d'aller courir. Et c'est un enfer en fait. Donc voilà, le sport, c'est une véritable addiction. Alors c'est vrai que ce sont pas trop des sujets que je maîtrise non plus trop, mais pour moi, le sport, c'est une véritable addiction. Parce qu'il est difficile de s'en passer en fait quand on a plongé dedans et qu'on a des troubles du comportement alimentaire en parallèle, justement, parce que on ne fait que vouloir compenser ce qu'on n'est pas capable, je ne sais pas comment le dire, parce qu'il ne s'agit pas de porter un jugement, mais ce qu'on ne se croit pas capable, en fait, de réussir avec l'alimentation. Donc, en fait, et puis ça renforce aussi notre alimentation. On se dit, ouais, parce que c'est bon, je vais courir après, donc je peux manger autant que je veux. Enfin, voilà, Mhm. ça ne fait qu'entretenir, en fait. Tout s'auto-entretient. Et encore une fois, enfin voilà, il faut bouger parce que le mouvement entraîne le mouvement. Et comme l'inaction entraîne l'inaction, puis ça fait du mal au corps, la sédentarité. Et, et donc, mais ça ne devrait en rentrer que, enfin, dans ce que j'avais lu, c'était 70% pour l'alimentation et 30% pour le sport. Enfin le sport, l'activité physique. L'activité physique, ouais. Voilà, ça ne doit pas devenir. Alors, ça ne doit pas. On fait ce qu'on peut. Ça ne- c'est important que ça ne devienne pas une obsession. Juste, voilà, pouvoir sortir plus, marcher surtout, parce que marcher en plus c'est doux. Mm. Et en plus, quand on fait beaucoup de sport autre chose, la course notamment. Alors ça va mieux maintenant que je cours pieds nus, mais alors les articulations, ça prend un coup, quoi. Enfin, voilà, surtout si tu pars 5 heures sans boire, sans rien. Euh, et, euh, et oui, voilà, l'activité physique, c'est important de la privilégier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je m'aperçois au fur et à mesure que je parle que dès lors qu'il s'agit de parler de mon expérience, je file comme une anguille. Alors je suis Non, mais désolée. ben, en tout cas, ça donne moi, ça me donne des axes de réflexion justement sur cette question de l'addiction au sport que je n'ai personnellement pas du tout. Parce que moi, le sport, j'ai une addiction au non-sport, C'est pas mal. justement. Bah, J'en ai poussé pour faire la vidéo, ça, ça- ça- les jeux ça- vidéo. ça pose des problèmes, justement. C'est-à-dire qu'il y a trop peu d'activité physique. Bref. Mais c'est Mais en pour tout cas, ça que ça me donne des pistes de réflexion par rapport à ce que j'ai entendu et lu dans ton livre. Mais bah, tant mieux, je te remercie beaucoup et c'est bien pour ça que c'est important en fait, je pense de ne pas le considérer comme du sport. Mm. Juste, voilà, on bouge, on se bouge, pas besoin d'aller courir, pas besoin de Et s'inscrire à une activité. d'aller y chercher une notion de plaisir là-dedans et sans culpabiliser sur le plaisir à aller faire quelque chose qui Pour euh, compenser.
qui pour apporte, perdre du poids. ouais, non, voilà, quelque chose qui apporte juste du plaisir dans le mouvement, dans le déplacement, dans l'interaction, si c'est ce qu'on cherche et ce dont on a besoin, C'est dans ça, le dépassement de soi, si c'est ce qu'on cherche et ce dont on a besoin. C'est être en captation de vraiment ses besoins et d'avoir une activité dans le mouvement qui permette de répondre à ces besoins-là. C'est ça. Alors, dans le dépassement de soi, il faut faire très attention aussi parce que quand on est Oui, autiste, enfin, on a tendance à vite entrer dans une compétition contre nous-mêmes. Moi, je suis très forte ouais. pour ça. Je dis, oh, tiens, il a Euh, fait ça, mais je préfère mieux peut-être la prochaine fois. Mais oui, c'est ça. Mais voilà, encore une fois, tu vois la notion de plaisir. Tu entames pas une action pour. Et c'est ce que je dis dans le livre. Enfin, voilà, on va pas marcher, on va pas courir pour perdre du poids. On y va parce qu'on a envie de le faire. hmm. Et c'est vrai que je parle beaucoup de la course parce que forcément, c'est ce que C'est ce moi, que tu pratiques, oui. voilà, c'est ce que j'aime. Donc, mais n'importe quelle activité physique, en fait, on l'a fait parce qu'on sait que mentalement, ça va nous faire du bien. Et parce que on peut mettre en place, justement, c'est comme l'exercice que je propose sur la pleine conscience en marchant. Voilà, c'est un moment en fait qui va nous permettre de revenir à nous-mêmes, de nous recentrer sur nous-mêmes, de nourrir nos sens aussi symboliquement, comme la pleine conscience pour les craquages. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Je fais les choses parce que ça me fait du bien. Je ne les fais pas pour atteindre un objectif. C'est comme par exemple pour la méditation aussi dont je parle. C'est en Occident, on a tendance, voilà, justement, à vouloir entamer, enfin, à mener des actions pour obtenir un résultat. Sauf que l'idée, c'est pas tout à fait ça. C'est de vraiment de prendre soin de soi d'abord, et quelle que soit en fait notre corpulence, on s'en fiche en fait, qu'on soit gros, maigre, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur ce que l'on est ou le message que l'on veut faire passer parce que voilà, on est ce qu'on est, on fait du mieux qu'on peut. Tout le monde est voilà, tout le monde fait du mieux ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ça, c'est ma phrase fétiche. Et voilà. Toutes ces activités que je propose, c'est pour prendre soin de soi, pour retourner à soi, pas nécessairement dans un objectif de perdre du poids, mais d'apprendre à s'aimer tel que nous sommes d'abord. Et ensuite, le reste sera possible. Ouais. Donc voilà, les activités physiques, faites parce que c'est important, parce que c'est sûr, moi quand je vais marcher longtemps, après, après même professionnellement, j'ai envie de faire plus de choses. Si je m'allonge sur mon canapé, je m'enfonce. Alors il faut des fois, parce qu'il faut savoir s'écouter, c'est bien. Mais après, j'ai encore du mal en fait à trouver la limite entre à quel moment il faut que je bouge parce que je sais que j'en ai besoin, ou est-ce qu'il faut que je m'écoute. Enfin voilà, c'est tout un équilibre à chercher, mais c'est un équilibre que l'on peut atteindre dès lors que on s'accepte tel que l'on est et que et pour ce qui est et pour s'accepter tel que l'on est, en fait, il faut mener des actions pour se faire du bien, pas pour répondre à des exigences sociales. Parce que qu'est-ce qui pose problème en fait dans notre corpulence? C'est le regard que les autres portent sur nous. Je pense, enfin moi j'ai quelques souvenirs enfants, ben voilà, quand je commence à, tu vas finir par rouler si tu continues de manger. J'avais pas conscience de tout ça, moi. Enfin, j'avais 7 ans, je crois, à l'époque. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est la première chose, en fait, qui m'a fait éprouver de la honte et de la culpabilité. C'est le regard de l'autre. Donc c'est là où c'est important que ce soit une activité physique, que ce soit voilà, quoi qu'on on entame comme action, le faire pour soi parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir. Voilà, et on peut, enfin voilà, et en fait cette notion de plaisir dans l'activité physique, elle va vite venir de toute façon, mais elle viendra vite à la condition qu'on ne soit pas non plus dans. Alors, il faut savoir se donner un coup de pied aux fesses des fois, c'est certain, mais voilà, pas dans la recherche de je fais ça pour me faire accepter par les autres. Voilà, je fais ça pour me faire du bien. Je tourne en boucle, mais c'est un petit peu ça. Bah, écoute, de toute façon, nous arrivons à la fin du temps réglementaire pour Ah, d'accord. l'enregistrement de cet épisode. Euh,
Ce qui est certain, c'est que pour nos auditeurs et auditrices, je ne peux que vous recommander d'aller lire les livres de Laetitia, connus sous le nom de Nom d'une plume. Je vous rappelle que vous avez les liens autour du podcast dans la description, sur mon site internet, sur le site de Theratypique. N'hésitez vraiment pas à aller les lire. Ce sont des livres euh, qui sont faciles à lire. Et c'est important. On n'est pas sur des recherches académiques hyper théoriques et imbuvables. C'est accessible, c'est plaisant, il y a de l'humour. Il y a de la sensibilité. Si ces concepts-là vous parlent et vous intéressent, je ne peux que vous inciter à commander ou à recommander ces livres à vous les approprier à votre sauce. J'ai grand hâte de découvrir le prochain. Tu es déjà en train de bosser dessus ou pas? Alors, je commence, oui, un petit peu à rassembler tout ce que j'ai sur le sujet, qui traitera très probablement de l'amnésie traumatique. D'accord. Et donc, voilà, alors pour l'instant, c'est vrai que. Et puis j'ai d'autres projets aussi au niveau de la pérédance que j'aimerais mettre en place. Alors, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je vais réussir à. Je pense à mettre. Enfin voilà, ce troisième livre-là, il me tient à cœur. Il n'est pas pour tout de suite, parce que justement pour tous ces autres projets, mais j'espère bien que ça fonctionnera. J'y travaille, effectivement. En tout cas, j'y crois dur comme fer et quoi qu'il Merci. arrive, je serai toujours là pour en discuter avec toi, en faire la promotion avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, pour les lire, je suis ton fan numéro un. Oui, ouais, je te remercie beaucoup. Ça me flatte, c'est terrible. J'ai pas l'habitude, je suis pas habituée encore. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode de Terra Incognita. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les plateformes. Ça me donne de la visibilité, ça me donne envie de continuer aussi. Donc, n'hésitez pas. En attendant, merci infiniment, Laetitia. Et Merci pour à tout le toi. monde, bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous avec plaisir et sans culpabilité. À très bientôt. Terra Incognita, c'est fini pour aujourd'hui.